Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci de votre invitation. J'en suis très honoré et très heureux. Alors, le thème, c'est donc le Sud global et le nouveau désordre international. Il y aura, qu'après quelques remarques d'introduction, deux parties. Vous savez qu'un Français ne sait rien faire sans plan. Nous avons besoin d'un plan, y compris lorsque nous ne connaissons même pas le sujet. Et sérieusement, il y aura deux parties alors, l'université, chez moi, c'est trois parties à l'université. Nous sommes trinitaires. C'est la dynamique du Sud global aujourd'hui, et puis deuxième partie, ou seconde partie plutôt, l'axe États-Unis-Chine dans le Sud global. Je renvoie tout de suite à une étude assez longue, d'une trentaine de pages, que le recteur Gérard François Dugon a bien voulu publier donc, dans Population et Avenir. C'est une étude à la fois géopolitique et historique, intitulée Sud global BRICS+, deux notions vraiment géopolitiques avec un certain nombre d'encadrés, de cartes, etc. Il y a un point d'interrogation surtout. Il y a un point d'interrogation, deux notions vraiment géopolitiques, et on le trouve très facilement sur Kern. Donc n'hésitez pas à le consulter, puisque c'est fait pour être, normalement, c'est fait pour être lu. Alors, quelle remarque d'introduction? La notion de Sud global, comme celle de BRICS, n'est pas finalement récente dans le temps passé très court. La notion de Sud global remonte au début des années 2000. Elle avait été déjà travaillée par des universitaires américains. Elle est très mal traduite en français, puisqu'on dit Sud global, alors qu'il vaudrait mieux dire Sud mondial. On emploie un anglicisme qui est trompeur. La globalité et la mondialité et la mondialisation ne sont pas les mêmes choses. Alors, autre remarque d'introduction, très rapidement, le contexte de l'apparition, d'émergence et de l'essor de ce Sud global, de cette notion. C'est un contexte triple. D'abord un contexte juridique, puis un contexte politique, puis un contexte économique. Très rapidement, le contexte juridique, c'est, je crois que personne ne peut le contredire, c'est l'effondrement relatif et très réel, et certainement significatif, du droit international. Et nous n'avons pas d'équivalent ou de solution de remplacement, comme on dit en anglais d'alternative. Nous n'avons pas de solution de remplacement au droit international. On explique souvent aux étudiants, c'est comme le code de la route. Le code de la route peut être mauvais ou bon, et on n'a pas le choix. C'est le même pour tout le monde. Donc c'est un effondrement dû notamment aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, à commencer évidemment par les États-Unis, on peut citer l'Irak 2003, à commencer par le Royaume-Uni, on peut dire, et l'Irak 2003 aussi, à commencer par la France en ce qui concerne les 3 membres occidentaux du Conseil de sécurité, la France bien sûr, le Kosovo, tragique erreur française, et évidemment la Libye 2011, la chute, le régime change que nous avons appliqué à l'américaine, la chute du régime Kadhafi. Lorsqu'on a posé la question au président Obama, qu'est-ce que vous regrettez le plus à la fin de son second mandat, qu'est-ce que vous regrettez le plus dans votre politique étrangère, il a répondu de m'être laissé entraîner par la France dans l'affaire libyenne. La messe est dite. Contexte juridique, donc le droit international, ça touche aussi l'ensemble des traités de désarmement, notamment nucléaire, avec un bémol, c'est que en ce qui concerne la proposition américaine, et en partie russe évidemment, du plan de paix, qui n'est ni un plan ni de la paix concernant l'Ukraine, eh bien il est question de restaurer quand même un des traités majeurs américano-soviétiques et américano-russes en matière nucléaire. Et puis évidemment, sur le plan juridique, c'est le multilatéralisme qui s'est effacé en grande partie, le multilatéralisme à ne pas confondre avec la multipolarité, qui est quelque chose de tout à fait différent. Multipolarité est de nature économique, le multilatéralisme est de nature juridique. Contexte donc juridique, contexte politique aussi, avec l'avènement et la multiplication des grands prédateurs dans le monde maintenant. On peut parler des États-Unis, on y reviendra, notamment sur le plan juridique. On peut parler, bien sûr, désolé, mais d'Israël. On peut parler de la Chine avec la mer de Chine méridionale. On peut parler surtout de la Russie avec la Crimée, la Géorgie d'abord en 2008, et la Moldavie en 1994, la Crimée en 2014, et évidemment la guerre d'Ukraine
de 2022. Et puis, troisième remarque d'introduction concernant le contexte de ce sud global qui n'a pas émergé de rien, c'est le contexte économique avec le pivot vers l'Asie qui provient déjà des États-Unis 2011, le fameux article donc, de la secrétaire d'État de l'époque concernant le pivot, c'est le même terme en anglais, le pivot vers l'Asie. Il y a de quoi, puisque la Chine est devenue la première puissance industrielle du monde, le premier pays exportateur du monde, le deuxième PIB du monde, et que la Chine, en 20 ans, est passée de 9% des échanges internationaux du commerce mondial à 13%. Et je peux vous citer d'autres chiffres qui montrent l'essor tout à fait remarquable, ou l'ascension plutôt, de la Chine. Le PIB a été multiplié par 11 entre 2001 et 2021, et les exportations ont été multipliées par 7,5 entre 2001 et 2019. Notez aussi une chose importante en ce qui concerne le contexte économique, c'est le fait que l'orientation, sinon le pivot, mais l'orientation de la Russie ne date pas de la guerre d'Ukraine, depuis donc environ 3-4 ans, mais date bien avant le rapprochement entre la Russie et la Chine. Alors il y a évidemment le rapprochement entre la Russie et la Chine, contexte économique. Est-ce que c'est une tendance saisonnière due à la guerre d'Ukraine? L'important, c'est qu'il faut savoir que la Russie est l'obligé de la Chine dans cette affaire-là pour de très longues années. Je regardais les chiffres, la part du commerce russe dans le commerce extérieur chinois, l'ensemble, c'est 3%. La part du commerce de la Russie avec la Chine, c'est 26%. Qui est l'obligé de l'autre? Qui est dépendant de l'autre? Ce n'est pas de l'interdépendance. Donc là, il y a des questions à se poser. Alors, également, contexte économique, qui là est de responsabilité typiquement américaine, désolé aussi, c'est la clause de la nation la plus favorisée est en train de disparaître. La clause de la nation la plus favorisée, c'était ce qui vaut pour moi vaut pour tous les autres, ce qui vaut pour tous les autres vaut pour moi, et c'était une égalité de traitement. Elle est en train de disparaître par un certain nombre de dispositifs économiques américains, on y reviendra dans un instant. Et puis, il y a aussi l'État, si vous me permettez l'expression, l'État comateux de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, par littéralement abandon par les États-Unis depuis de longues années. Ça n'a rien à voir avec le contexte actuel, l'abandon de l'organisme de règlement des différends, qui était le juge de paix, qui était le policier de l'Organisation mondiale du commerce. Première partie, très rapidement, donc la dynamique du Sud global. Alors elle est fondée évidemment sur une double croisade, une croisade économique, c'est-à-dire donc la contestation du capitalisme à l'occidental, et une croisade politique, une réaction contre les régimes démocratiques. Je regarderai tout à l'heure les pays des BRICS notamment, tels qu'ils sont aujourd'hui élargis, ce sont la plupart du temps des régimes autoritaires ou semi-autoritaires, comme on pourrait le dire pour l'Inde. Alors on ne part pas de rien, et c'était très bien rappelé par le président, le docteur Raskin ce matin, on ne part pas de rien, on retrouvera la liste développée des différentes vagues qui ont préfiguré le Sud global depuis les années 50. Je cite au hasard la notion de tiers-monde, qui est curieusement revendiquée aujourd'hui, mais qui date d'Alfred Sauvy, 1952. La notion de neutre et non-aligné, 1955, les neutres et les non-alignés étant déjà une dichotomie incompréhensible, la neutralité et le non-alignement ni sur l'Est ni sur l'Ouest, étant deux processus qui ne sont pas idéologiques, deux processus politiques très différents l'un de l'autre. La CNUSED, qui a été créée en 1964, le panafricanisme, qui a eu son heure de gloire en Nkrumah, le panarabisme avec Nasser, la théorie des trois mondes, qui est assez intéressante, de Mao Tse-tung, dans la décennie 70, il meurt en 76, et le dialogue Nord-Sud, c'est une invention française du temps du président Giscard d'Estaing, Nord-Sud, dichotomie, là aussi très rassurante, et nous étions du bon côté Nord. Et d'autre part, non mais c'est important quand même de savoir que nous sommes excellents, et d'autre part, les fameux
j'ai fait la nomenclature ou la typologie des fameux G, la multiplication des G, G5, G7, G8 et ainsi de suite, G20. Et ça, c'est une dynamique des années 80 et 90. On notera dans cette affaire-là que c'est très intéressant, ces G se multiplient, mais en associant de plus en plus non seulement des États pris séparément, mais des organisations régionales ou des regroupements régionaux du type Union africaine, 54 pays, du type évidemment ASEAN, Association des Nations d'Asie du Sud-Est, une dizaine de pays qui avaient été créés en 1967 contre la Chine, d'ailleurs, on l'oublie toujours, contre la Chine en 1967, ou par prévention contre une éventuelle menace chinoise. Alors c'est la recherche, bien sûr, d'un nouvel ordre international avec deux grands facteurs pour l'observateur de relations internationales, l'internationaliste. Le premier facteur est le facteur démographique. Depuis un certain nombre de décennies, le recteur François Dumont l'a magnifiquement souligné. Et c'est aussi donc l'émergence d'un certain nombre d'économies dans la suite, dans la foulée des 4 dragons asiatiques et des nouveaux tigres. L'émergence, c'est un troisième stade des années 80, 90 même. Alors, deux grands facteurs. Il y a eu 2 césures importantes pour le Sud global aussi. C'est la césure, d'une part, de la crise économique mondialisée de 2007 aux États-Unis, puis de 2008 sur le plan international. Et la seconde césure en fracture, c'est bien sûr l'immobilisation du commerce international due à la pandémie du Covid en 2020 et les années suivantes. Il y a également 2 fragmentations tout à fait intéressantes sur lesquelles on n'a pas l'habitude d'épiloguer, mais que je documente dans ce texte de Population et Avenir. C'est au nord une double fragmentation. La fragmentation entre les États-Unis en tant que tels et les pays européens, et on le voit d'une façon magistrale depuis la première présidente Trump, et en plus, encore plus, depuis la seconde présidence Trump, et puis à l'intérieur de ce monde occidental, la fragmentation à l'intérieur des pays européens. J'ai fait la liste qu'on retrouvera dans Population et Avenir d'une vingtaine de grandes crises à caractère international, sinon mondial, qui ont occupé les Européens. À chaque fois, les Européens ont été divisés. Ils le sont sur Gaza, ils le sont sur l'Ukraine, et ils le seront inévitablement sur autre chose demain matin. Donc l'idée que l'Europe existe en tant que telle, ce n'est pas un acteur pour nous géopolitique, unitaire. C'est un ensemble de nations souveraines qui ne s'entendent pas souvent. Déjà, puisqu'il a été question ce matin de l'Allemagne avec Ulrike dans le nom Michel à l'instant, eh bien, il est évident qu'il y a certainement des craintes à avoir. J'ai publié un livre cette année sur l'Allemagne depuis 35 ans, depuis son unification, la question allemande en Europe. Depuis l'unification, il est à craindre que, vraisemblablement, les rapports franco-allemands soient de plus en plus instables, et pour des raisons à la fois allemandes et des raisons françaises. Alors, de ces fragmentations intra-occidentales, et puis alors il y a, pour terminer cette première partie, des multiples évolutions au sud. Alors, on connaît la logique des BRICS et du sud global, c'est la dénonciation des valeurs occidentales, qui a sa part de justesse et de justification. Les valeurs occidentales ne sont pas des valeurs universelles. L'anticolonialisme est toujours un fond de, comment dit-on, un fond gratuit anti-occidental, et d'autre part, la dénonciation par le Sud global de 2 poids 2 mesures, ce que nos amis anglo-saxons appellent double standards, c'est-à-dire que pourquoi couvre-t-on ce qui se passe au Proche-Orient, Israël depuis 1967, et pourquoi on est immanquablement vertueux ou on condamne tel autre conflit d'une façon prioritaire. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une autre chose qui est dénoncée par le Sud global, qui est intéressante, il ne faut pas se voiler la face, c'est la pratique des ingérences humanitaires. Et des ingérences humanitaires, comme on l'a dit en français, c'est une expression, je crois, de Pierre Asner, c'est l'humanitaire botté, c'est-à-dire l'humanitaire militarisé, en uniforme. Et sous le dos de l'humanitaire, les pays européens ou occidentaux en général ont pratiqué ce qu'on appelait la politique de la canonnière autrefois. Alors, le débat sur les normes, qui est une dénonciation assez justifiée, les sanctions économiques
léonine et discrétionnaire de la part des États-Unis notamment et de l'Europe en particulier. Et puis, d'une façon très abusive, en revanche, les États-Unis, la Russie dénonce l'Occident collectif. C'est très curieux parce que quand le président Poutine dénonce l'Occident collectif, il dénonce une absence de collectivité qui existe dans le monde occidental entre les États-Unis et l'Europe et à l'intérieur de l'Europe. Donc il fait un amalgame idéologique mais qui est très pratique pour la propagande, mais qui n'a aucune raison d'être. L'Occident n'est plus des collectifs depuis très longtemps. Alors il y a aussi au sud, le sud global, la situation de la Chine qui multiplie les coopérations à la carte, qui est délivrée de toute clause démocratique dans ses relations avec des pays pauvres ou émergents. Il serait mal placé pour donner des leçons de démocratie, et qui souvent endette ces pays en leur mettant en place des infrastructures. Et d'autre part, c'est important aussi comme contradiction pour la Chine, c'est qu'elle propose une sorte de nouvelle, c'est son expression en français, de nouvelle majorité mondiale. Si c'est une majorité, c'est que ce n'est pas universel. Et là, on voit la contradiction de la Chine. Elle veut remplacer l'universalisme occidental contesté en proposant un autre universalisme, mais tout aussi incomplet, également, on va dire, hémiplégique, qui est précisément une majorité, comme dit la Chine, une majorité, c'est son expression en français, aux caractéristiques chinoises. N'oublions pas que sa vision de l'universalisme est une vision chinoise. On n'a pas à le critiquer, on a à le prendre en compte. Donc la critique de l'universalisme occidental a une part de vérité, à condition que quelqu'un trouve un universaliste. Et où est-il? Alors donc il y a quand même des contradictions. On a vu des contradictions dans le sud global majeures au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, étudier très précisément, je pense que je le fais dans Population et Avenir, la façon dont les pays, notamment d'Afrique subsaharienne, ont majoritairement voté, ou par abstention ou par vote contre, en faveur de la Russie. Alors ça, c'est une tendance tout à fait remarquable, qu'il ne faut pas oublier. C'est que là aussi, il y a quand même un double standard ou comment dit-on en français, deux poids, deux mesures en ce qui concerne la vertu d'un certain nombre de pays en développement qui ne jurent aujourd'hui que par la Chine. Donc, fin de la première partie, je résumerai la seconde, il y a une essentialisation du sud global, comme si c'était une chose en soi qui ne sert pas de la diversité du système international et notamment la fragmentation en cours du système international. Je ne vais pas développer la seconde partie pour tenir dans les temps. La Chine a des atouts remarquables, notamment elle crée en parallèle du système Bretton Woods de 1944 un certain nombre d'outils, la Banque asiatique sur les infrastructures, c'est-à-dire par exemple aussi le partenariat économique régional global en 2020, etc. Et elle propose au sein de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, une banque de développement, encore une banque de développement qui évidemment fait directement pièce à la Banque mondiale de Bretton Woods. En ce qui concerne les États-Unis ont des cartes tout à fait remarquables qu'on peut contester, que l'on doit contester, mais c'est une forme de puissance. En termes de géopolitique, la géopolitique pour nous, c'est l'étude des politiques de puissance dans un cadre géographique déterminé. C'est la puissance, la géopolitique d'abord. Et les États-Unis ont des facteurs de puissance tout à fait remarquables. Les lois extraterritoriales, là aussi, c'est une façon de détruire le système international. Et ces lois extraterritoriales, c'est là des années 70. Les lois d'Amato Kennedy, les lois Helms-Burton, dont une d'ailleurs était contre, si mes souvenirs sont bons, contre l'Iran à l'époque. Et sauf erreur, en tout cas. Et les sanctions économiques léonines, la façon dont les pays tiers ne peuvent pas exporter de biens américains s'il y a dans ces biens une partie de fabrication américaine, c'est une forme de puissance léonine, mais qui déroge totalement au droit international. Donc la mise à mort du droit international, elle n'est pas encore faite, mais la façon dont le droit international est, comment pourrait-on dire, affaissé,
c'est dû notamment aux pays occidentaux. On peut remarquer aussi des outils auxquels je ne crois pas, mais qui existent, comme par exemple la notion de Biden, qui n'est pas reprise pour l'instant par le président Trump, selon le mandat, la notion d'Indo-Pacifique, qui était une politique de containment à l'égard de la Chine. L'Indo-Pacifique ne se comprend pas, comme les BRICS, ne se comprend pas non plus, ni le Sud global, sont des notions qui ne se comprennent pas sans l'affrontement, on va dire l'antagonisme entre Pékin et Washington. Donc ce sont des structures relativement artificielles pour nous et peut-être saisonnières. Alors, pour terminer cette seconde partie, je suis très frappé à titre personnel par la fragmentation du système international. Nous ne sommes pas vers la recherche d'un nouvel ordre international tel qu'il est promu par le Sud global. Nous sommes dans une fragmentation en cours et surtout ça a été évoqué à un moment donné peut-être par le président Rasbin ce matin, frappé par la multiplication des pays opportunistes, c'est-à-dire des pays, excusez-moi, qui sont hypocrites. L'hypocrisie du domaine de la psychologie, nous évitons toujours en géopolitique et en relations internationales à utiliser du vocabulaire psychologique. Mais il est évident que vous avez des pays tout à fait performants, et souvent ce sont des pays intermédiaires qui ont un double langage. Alors, je prends au hasard, évidemment, la Syrie d'aujourd'hui, nouvelle responsable politique, la Turquie, qui fait un grand écart entre la Russie et évidemment les États-Unis. Je prends le cas de la Hongrie, qui est bien le Premier ministre avec le président Poutine et le président Trump, quel homme heureux. Et également le Qatar, qui a été souvent très bien avec les frères musulmans et qui est un grand négociateur concernant Gaza et qui apparaît comme une sorte de gentleman agreement, en anglais on dit de go-between, c'est-à-dire de messager diplomatique. Donc la multiplication des pays intermédiaires à vocation et à fonctionnement duplice, voilà le terme que je cherchais, duplice, est tout à fait remarquable. Quelques remarques de conclusion. Pour vous dire, je ne crois pas tout à fait au Sud global. Un tendance simple en disant, est-ce qu'on en parlera de la même façon? Est-ce que c'est un rassemblement? Peut-être. Est-ce que c'est un mouvement? Non, parce qu'il n'est pas unitaire. Est-ce que c'est un club? Certainement pas. Est-ce que c'est une association d'intérêts bien compris? Oui. Est-ce que c'est un regroupement? Un regroupement suppose qu'on ait une direction unique, ce n'est pas le cas, sinon pour des raisons instrumentalisées de propagande. Et je remarque, comme pour les BRICS, que le Sud global est une notion effectivement floue, comme l'a dit le recteur du nom. Ces décisions sont prises par consensus, elles ne sont pas contraignantes, il n'y a pas de secrétariat général, il n'y a pas de charte, et je suis désolé, il faudra bien qu'un jour, ils disent quels sont les critères d'élargissement des BRICS. Et donc la notion, les BRICS étant inclus dans évidemment le phénomène du Sud global. Alors je remarque deux autres choses sur le plan conclusif pour l'avenir. Tous ces pays, ces grands pays notamment, ces grands pays des BRICS qu'on trouve dans le Sud global, les grands pays, pas les petits, mais les grands pays sont des pays qui ont d'abord des priorités internes à relever pour les 20 ans à venir. Commencer par la Chine, à commencer par l'Inde, etc. Donc ces priorités internes et souvent les difficultés internes sont masquées par cette propagande. Et d'autre part, je pense qu'on ne parlera pas bientôt du Sud global, parce qu'il y a trop de divisions entre eux. Attendons 5-10 ans, et merci de me réinviter dans 10 ans, ça va vite, mais faites vite quand même quand on a mon âge. Et ça, on ne parlera non pas du Sud global, mais des Suds globaux. Des Suds globaux. Il va y avoir une régionalisation de la contestation. Je vous remercie.